Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse du ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, concernant le dépôt du cahier de consultation sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2026-2029. Monsieur Roberge, je vais vous adresser la parole, puis ensuite on prendra les questions. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis content de vous voir. C'est un moment important. Avant de commencer, je veux saluer la présence dans la salle de mes adjointes parlementaires avec qui on travaillé beaucoup et avec qui on collabore tout le temps, député de Vimont et député d'Iberville. Merci d'être là. Je salue aussi les équipes des cabinets puis du ministère. C'est un gros travail d'arriver avec une proposition de planification annuelle. Donc, salut spécial aux équipes et à la sous-ministre Karine Dumont. Depuis toujours, le Québec est accueillant. Depuis toujours, le Québec est une terre d'accueil. Et ça va continuer. Je veux quand même le préciser d'emblée. On va continuer d'accueillir des nouveaux arrivants que j'appelle des nouveaux Québécois pour toutes sortes de bonnes raisons. Les gens qui arrivent ici, parfois, fuient la guerre, fuient la misère, puis trouvent ici un havre de paix. On est fiers de ça. Beaucoup aussi arrivent pour faire des études d'enseignement supérieur, notamment. Beaucoup arrivent et viennent contribuer à la société québécoise d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique aussi. Mais on a la responsabilité, comme gouvernement d'une nation minoritaire en Amérique, de bien planifier l'évolution de l'immigration. D'abord, il faut protéger, évidemment, la vitalité de notre économie, protéger le dynamisme de nos centres de recherche, protéger notre identité, notre langue commune, et donc respecter la capacité d'accueil des Québécois, respecter la capacité d'intégration à la nation québécoise. On a d'ailleurs adopté un projet de loi dernièrement sur l'intégration nationale. Le contexte évolue très rapidement. Je vous dirais, on a eu de l'instabilité, beaucoup, dans les dernières années. Tout le monde le comprend. Ce qui était adéquat il y a 10 ans, il y a 5 ans, n'est plus nécessairement adéquat aujourd'hui. Et ça donne très bien, puisqu'on est à l'an 2 de la précédente planification. Et là, on va se permettre de regarder en avant. On fait un exercice important de planification qui sera cette fois-ci sur 4 ans. Avant de vous présenter les scénarios de la planification pluriannuelle, je vais vous dire un petit mot sur la démographie, un petit mot sur l'économie. D'abord, dans les dernières années, on a vécu une anomalie statistique et démographique, une très forte hausse du nombre de résidents sur le territoire québécois. Et c'est beaucoup dû à l'immigration temporaire, les résidents temporaires. Des fois, on les appelle les résidents non permanents, les RNP. Et en grande majorité, ces gens relèvent d'Ottawa, du gouvernement canadien. Pour vous donner un exemple, pour l'ensemble des temporaires sur le territoire québécois, en 2018, il y en avait 160 000. En 2022, 272 000. Donc, il y avait une hausse, mais en 4 ans, 100 000 en 4 ans. Mais en 2025, 620 000. Donc, entre 2022 et 2025, en 3 ans, 300 000. Donc, on avait des hausses qui étaient fortes par rapport à ce qu'il y avait précédent, mais rien à voir avec ce qu'on a vécu en 2022 et 2025. Presque 100 000 par année résidents temporaires. C'est vraiment complètement au-delà de ce qu'on attend habituellement dans les scénarios migratoires classiques. Vous avez d'ailleurs dans le cahier de consultation un comparable avec les pays de l'OCDE. Et on voit que le Québec est dans une catégorie complètement à part quand on compare particulièrement les demandeurs d'asile, l'arrivée très, très forte. J'ai un tableau aussi ici qui vous montre l'arrivée de résidents non permanents. Les lignes du bas, c'est ce qui est contrôlé par Québec, les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers temporaires. Puis cette ligne-là en haut qui explose à partir de 2022 d'une manière inconsidérée, c'est le programme Mobilité internationale qui relève d'Ottawa, sur lequel on n'a pas notre mot à dire. Donc on voit bien qu'il y a vraiment 2 ligues, là. La Ligue québécoise, la Ligue canadienne. C'est la Ligue canadienne qui l'a échappé complètement. Évidemment, la croissance de la population très rapide, liée à l'immigration, ça pose une grande pression sur nos services publics, sur nos finances publiques, sur la disponibilité de logements. C'est un défi pour la préservation de notre langue qui est en déclin, malheureusement, au Québec, particulièrement dans la région de Montréal. Ça pose aussi, vous le savez, un défi, une grande pression sur la francisation. Et c'est tout un défi d'intégration quand de nouveaux arrivants arrivent en grand nombre dans une région où il y a déjà énormément de nouveaux arrivants.
J'ai des exemples concrets aussi de ce que ça peut représenter. Donc, en santé, l'arrivée de la population liée à l'immigration très récente, ça veut dire plus de 10 000 employés nécessaires en ce moment dans le réseau de la santé, juste pour ces personnes-là. En éducation, on parle de 160 000 personnes dans le réseau scolaire qui sont des immigrants de première génération. On n'a jamais eu autant de nouveaux arrivants dans le réseau scolaire. Ils sont arrivés en très, très peu de temps. Pour les logements, les résidents non permanents, ça représente 229 000, presque 230 000 ménages, 230 000 appartements qui sont occupés par des résidents non permanents. À l'approche du 1er juillet, à l'approche des crises qu'on va voir, des familles dans le besoin, mais il ne faut pas oublier cette donnée-là qui est importante. Puis une question de finances publiques aussi. Il faut savoir qu'en 2024, le gouvernement québécois, donc avec les taxes et les impôts des Québécois, on a versé 500 millions de dollars, un demi-milliard en aide de dernier recours juste pour les demandeurs d'asile. Donc, quand on voit qu'il y a des contraintes importantes, on les voit ici. Maintenant, un mot sur l'économie. Évidemment, l'arrivée de personnes qui travaillent, ne travaillent pas toutes, mais celles qui travaillent, mais ça amène une augmentation de la production. Pas nécessairement de la productivité, mais de la production. Ça amène une contribution, ça amène de la main-d'œuvre. Mais le contexte change, je vous l'ai dit. Le taux de chômage est en remontée en ce moment, particulièrement dans deux catégories. D'abord, chez les nouveaux arrivants. Écoutez, le taux de chômage chez les nouveaux arrivants est passé de 11,3 en 2023 à 18,1 en 2024. Donc, les nouveaux arrivants eux-mêmes n'arrivent plus à se trouver un emploi comme il n'y a pas si longtemps. Et chez les jeunes qui tentent de faire leur place au Québec, dans le marché de l'emploi, bien, le taux de chômage est passé de 7,4 à 9,5 Moi, ça me pose une question aussi, la question de l'équité entre les générations, quand je regarde le taux de chômage de nos jeunes, quand je regarde l'accès à un logement, l'accès à un logement abordable, puis l'accès à la propriété. Je vais maintenant vous présenter les cibles, les scénarios de la planification pluriannuelle. Je vais vous dire un mot sur les temporaires, un mot sur les permanents, puis un mot sur la sélection que nous ferons des permanents. Donc d'abord, une nouveauté. On va donc présenter une planification qui inclut les temporaires et les permanents. C'est la première fois qu'on le fait. Pour ce qui est des temporaires, que le gouvernement du Québec contrôle, eh bien, il y aura des réductions. Il n'y a que des propositions de réduction dans les scénarios et dans les cibles. D'abord, on veut réduire les travailleurs étrangers temporaires qui relèvent du gouvernement du Québec. En ce moment, on en a environ 72 000. On voudrait le réduire à environ 65 000 sur un horizon de 4 ans, mais concentrer cette baisse-là à Montréal et à Laval, réduire d'environ 50 les travailleurs étrangers temporaires qui relèvent du Québec à Montréal et à Laval. Pourquoi? À cet endroit-là, taux de chômage plus élevé, disponibilité de logement plus difficile, plus grande difficulté aussi quand on regarde la vitalité de la langue française. Pour ce qui est des étudiants étrangers, une baisse raisonnable et modérée, mais quand même, on voudrait passer de 128 000 étudiants étrangers à 110 000 sur 4 ans d'ici 2029. Et on va pouvoir le faire avec une agilité renouvelée puisqu'on a adopté en décembre une loi qui nous permet de faire ces choix-là, de préserver des programmes en région, de préserver des secteurs de recherche, de l'enseignement supérieur, mais d'atteindre ces cibles. Il faut voir qu'il y a eu des hausses très élevées par rapport à ces deux programmes-là dans les dernières années. Maintenant, l'immigration permanente, qui inclut tous les secteurs. Quand on parle d'immigration permanente, on pense évidemment à l'immigration économique, sélectionnée par le gouvernement du Québec, à la réunification familiale et aux réfugiés, qui sont dans le fond des demandeurs d'asile. Une fois qu'ils sont acceptés, peuvent être des réfugiés. Les chiffres que je vous donne incluent tous ces secteurs-là. Il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas de personnes qui ne sont pas comptabilisées, c'est important de le mentionner. Donc, 3 cibles, 3 scénarios proposés. Un à 25 000 admissions par année, un à 35 000 admissions par année, un à 45 000 admissions par année. Et il y a dans le cahier de consultation, la déclinaison de ce que ça peut représenter pour chacune des catégories, si on va vers 25 000, vers 35 000 ou vers 45 000. Les scénarios sont lancés pour la discussion.
Les scénarios sont des scénarios de réduction. Pourquoi? Bien, parce qu'on a